La première photographie fut réalisée en 1826. Oui, là-bas, tout au fond, c'est bien moi qui vous fais coucou. Depuis ce moment historique, une infinité d'images ont été capturées à travers le monde. Autrefois, si l'on souhaitait obtenir son portrait, il fallait faire appel à un peintre. Il était alors nécessaire de rester parfaitement immobile pendant de longues minutes, en espérant que la lumière soit idéale. Et pour être honnête, ces portraits manquaient souvent de fidélité. Vous auriez peut-être souhaité des yeux un peu plus lumineux, ou des lèvres subtilement ourlées. Lorsqu'il est question de figures illustres de l'Antiquité, la photographie ne peut évidemment rien nous offrir. C'est simple, il n'en existe aucune, ni image, ni vedettes antiques. Il nous faut alors tenter d'imaginer leur apparence, en nous appuyant sur des œuvres peintes ou sur des descriptions rédigées par d'éminents érudits. Heureusement, à mesure que le temps passe, ce manque de certitude deviendra lui aussi un souvenir lointain. C'est ici qu'intervient la science de la reconstitution faciale. Grâce à cette discipline fascinante, nous disposons aujourd'hui de moyens bien plus précis pour nous représenter les visages des grandes figures du passé. Mais comment les scientifiques s'y prennent-ils, vous demandez-vous? Eh bien, sachez qu'un crâne humain fournit de nombreuses informations sur l'aspect extérieur, des arcades sourcilières à l'écartement des orbites. Tout concourt à dessiner un profil réaliste. Même la cavité nasale ou la forme du menton influencent la physionomie. En somme, le crâne agit comme le véritable plan du visage. En s'appuyant sur ces structures osseuses, les artistes collaborent avec les anthropologues pour reconstituer une apparence crédible. C'est une forme d'enquête scientifique grandeur nature, mais où l'argile remplace le drame. À ce stade, vous vous demandez sans doute, mais jusqu'à quel point ces reconstitutions sont-elles fiables? Il est vrai que le résultat final ne peut restituer tous les détails. Ni la couleur des yeux, ni celle de la peau ne peuvent être déduites du crâne. La pilosité faciale demeure tout aussi incertaine. Et si vos joues rebondies vous donnent un air charmant, le squelette gardera ce secret. Malgré ses limites, la reconstitution faciale demeure un précieux outil pour esquisser les traits de personnages historiques. Le procédé en lui-même est particulièrement impressionnant. Un sculpteur expérimenté travaille en étroite collaboration avec un anthropologue pour analyser les caractéristiques du squelette et façonner les traits du visage à l'aide d'argile. L'âge, le sexe, les origines, ou encore la perte de dents ou d'éventuelles blessures doivent être pris en compte. De nos jours, il est même possible d'accomplir ce travail par voie numérique, grâce à des logiciels spécialisés. Compte tenu de ces avancées remarquables, avez-vous entendu parler des dernières révélations sur la lignée de Toutankhamon? Il semblerait que son père présumé, un ancien pharaon d'Égypte, ait récemment bénéficié d'une reconstitution numérique complète. Et croyez-moi, le résultat lui confère une allure à la fois majestueuse et apaisée. Mais bien que cette version soit la plus fidèle réalisée à ce jour, son identité exacte demeure incertaine. Ce mystérieux personnage fut découvert en 1907 dans la vallée des rois, à quelques pas de la sépulture de Toutankhamon. Depuis plus d'un siècle, des chercheurs le scrutent avec attention, estimant qu'il pourrait s'agir d'Akhenaton, le père du jeune pharaon, et une figure majeure de l'histoire égyptienne. Toutefois, certains spécialistes demeurent prudents et réclament des preuves supplémentaires pour en établir l'identité. La reconstitution de ce visage a mobilisé durant plusieurs mois une brillante équipe de chercheurs basée en Sicile. Pour parfaire leur travail, ils ont sollicité l'aide d'un artiste judiciaire brésilien spécialisé en 3D. Contrairement aux versions antérieures, ce modèle privilégie une étude fine de la physionomie, volontairement détachée de tout artifice comme la chevelure, les bijoux ou autres ornements. Dans la même veine, permettez-moi de vous présenter une toute nouvelle fashionista. Il ne s'agit pas d'une célébrité contemporaine, mais d'une chasseresse-cueilleuse ayant vécu en Suède il y a près de 7000 ans. Sa reconstitution la montre sous un jour saisissant. Une cape ornée de plumes, un collier d'ardoise et une ceinture composée de 130 dents d'animaux. Un style audacieux, voire intemporel. Sa peau sombre, décorée de motifs blancs, lui confère l'allure d'une véritable œuvre d'art. Mais ne vous laissez pas éblouir par son apparence. Cette femme ne se réduisait pas à un simple visage. Elle fut enterrée en position verticale entre 5500 et 4600 avant notre ère, et ses précieux bijoux révèlent qu'elle tenait un rôle notable au sein de sa communauté. C'est grâce à la collaboration entre un archéologue et un sculpteur que nous pouvons aujourd'hui contempler le visage de cette femme du passé. Un scanner de son crâne leur a permis de reconstruire son expression, muscle après muscle, une véritable rencontre avec l'histoire. Bien que son rôle dans la communauté demeure incertain,
le soin apporté à son lieu de sépulture laisse penser qu'elle occupait une place éminente parmi les siens. Ötzi, la momie alpine âgée de 5300 ans, a elle aussi bénéficié d'un ravalement de façade grâce à cette remarquable technologie. N'allez pas croire qu'elle ait consulté un chirurgien plastique. 2 frères néerlandais ont uni sciences médico-légales et art pour recréer son visage à l'occasion d'une exposition en Italie. Ötzi fut découvert en 1991 par des randonneurs ayant retrouvé ses restes gelés dans les montagnes, près de la frontière italo-autrichienne. Il est plus ancien que Stonehenge ou que les pyramides de Gizeh. Aujourd'hui, grâce au talent conjugué des 2 frères, son visage a été restitué à partir d'images 3D de son crâne. Un photographe a immortalisé chaque étape de cette reconstitution pendant près de 6 mois. Des études antérieures ont révélé qu'il serait mort d'une blessure par flèche. Son corps, abandonné dans une région glacée et isolé en altitude, a été préservé naturellement par la neige. Aujourd'hui, il repose dans une chambre froide du musée, reproduisant les conditions humides et frigorifiques du glacier. Un système de refroidissement inédit permet même de présenter la momie au public sans compromettre sa conservation. Le dernier anniversaire de Ötzi fut son 46e, un âge plutôt avancé pour son époque. Il mesurait environ 1,60 m pour un poids avoisinant les 50 kg, ce qui en faisait un homme de petite stature. Mais après plus de 5000 ans, qui s'en soucie vraiment? Le roi Henri VII d'Angleterre a lui aussi bénéficié d'un relooking numérique. Et le résultat est saisissant. Un graphiste a utilisé un masque mortuaire datant de 1509 pour produire une reconstitution aussi fidèle qu'impressionnante. Vous vous demandez pourquoi un masque? Avant l'invention de la photographie, on employait de la cire pour conserver les traits d'une personne avec bien plus de précision que par la peinture. Et, disons-le franchement, cette version d'Henri change complètement la donne. Henri VII régna sur l'Angleterre de 1485 à 1509. Un portrait de lui, visible à l'abbaye de Westminster, était déjà très crédible. Mais cette nouvelle version numérique pousse encore plus loin. Il fallut environ 2 mois à l'équipe pour l'achever, à l'aide de logiciels spécialisés, d'algorithmes sur mesure et d'ajustements manuels particulièrement minutieux. Le projet débuta avec une image haute définition du masque, utilisée pour générer un modèle 3D du visage. Ensuite, les éclairages furent conçus. Enfin, les marques faciales et la chevelure furent ajoutées pour finaliser la reconstitution. Et ce n'est pas tout. Une barbe a été ajoutée au visage d'Henri VII, car les hommes de cette époque étaient souvent, barbus. Nous ne saurons jamais avec certitude s'il en portait une, mais ce détail humoristique apporte un certain charme à l'ensemble. L'équipe à l'origine de cette reconstitution a également redonné visage à d'autres figures historiques, telles que Mary Stuart, reine d'Écosse, ou encore Oliver Cromwell. Ces masques sont, en quelque sorte, des passerelles vers une époque révolue. Il est fascinant de constater que la technologie nous permet de remonter des millénaires pour contempler les visages que nous ne pouvions jusqu'alors que deviner. Qui sait, dans quelques siècles, peut-être que nos selfies serviront à leur tour de base à de nouvelles reconstitutions. Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors,
Comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3. La plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ikis étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant J.A.C. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale, et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés, et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent ». Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture? Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère.
Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930, lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Nous connaissons tous certains symboles emblématiques. La Statue de la Liberté évoque les États-Unis, la Tour Eiffel incarne Paris, et ce masque, il ne fait aucun doute que c'est celui de Toutankhamon, n'est-ce pas? On pourrait croire que les historiens ont déjà exploré jusqu'au moindre détail de l'histoire du roi Toutankhamon, mais détrompez-vous. Les éléments les plus évidents passent parfois inaperçus. Par exemple, ce masque iconique ne lui appartenait pas réellement et n'avait jamais été conçu pour lui. Restez bien attentifs pour en savoir plus. Peut-on avoir un gros plan de ce masque? Merci. Vous remarquez ces trous? Ils servaient à fixer des boucles d'oreilles. Et le fait est que dans l'Égypte ancienne, les boucles d'oreilles étaient principalement portées par des femmes ou des enfants de haut rang. Si vous connaissez bien l'histoire, vous pourriez objecter « Mais Toutankhamon était un jeune garçon, n'est-ce pas ?» Et vous auriez raison. Il a accédé au trône à seulement 9 ans. Hélas, son règne fut de courte durée, car il est mort très jeune. À 9 ans, il portait donc peut-être encore des boucles d'oreilles, mais il a probablement cessé d'en mettre en grandissant. Cela semble logique, n'est-ce pas? En réalité, pas tant que ça. Il aurait été très surprenant que l'on prépare un masque funéraire pour un enfant, car personne ne s'attendait à ce qu'il meure si tôt. Et certainement pas à 9 ans. Sa disparition soudaine suggère plutôt que le masque utilisé n'était que la meilleure option disponible au moment de son trépas. D'autres indices indiquent que ce masque a été choisi dans l'urgence. Bien que son corps momifié ait pu attendre quelque temps, ses proches souhaitèrent lui assurer un passage rapide vers l'au-delà. Certains spécialistes pensent même que la peinture du tombeau n'avait pas encore séché lorsqu'il fut scellé. Pourtant, observez son masque. C'est une œuvre d'art. Impossible qu'il ait été réalisé à la hâte. Il est bien plus raffiné que les simples masques en cartonnage. Cette pièce emblématique mesure 53 cm de haut, est sertie de pierres précieuses et arbore une barbe postiche en or massif de 2,5 kg.
portant le poids total du masque à 10 kilos. D'accord, il faut admettre que tout cela devient un peu déroutant. On parle donc d'un masque d'enfant mais qui arbore une barbe. Je doute que vous ayez déjà croisé un garçon de 9 ans avec un bouc, et moi non plus. Prenons un instant pour y réfléchir. Le visage d'un adulte n'a rien à voir avec celui d'un enfant. Un détail intéressant, la croissance faciale ralentit considérablement après 16 ans, ce qui signifie qu'à sa mort, à 19 ans, Toutankhamon aurait indéniablement eu des traits d'homme. Imaginez un instant qu'on ait tenté d'ajuster un masque enfantin sur un adulte. Ça aurait été absurde et personne n'aurait pu laisser une telle erreur se produire. Écartons donc cette hypothèse. Venons-en à la seconde possibilité. Si vous vous souvenez bien, des spécialistes avancent que ce masque aurait d'abord appartenu à une femme. C'est précisément là qu'intervient la question de la barbe. Selon certaines analyses, elle aurait pu être ajoutée ultérieurement. Plus intrigante encore. Et si ce masque avait été conçu pour Néfertiti elle-même, avant qu'elle ne se retrouve privée du sien? Si cela s'avère exact, nous serions face à une double découverte. Pour l'instant, cela peut sembler relever du pur fantasme, mais explorons cette piste plus en détail. Toutankhamon est mort vers 1323 avant notre ère, probablement des suites du paludisme, sans compter d'autres problèmes de santé, comme une fracture à la jambe, qui indiquent un état physique précaire. Quant à Néfertiti, sa mort demeure entourée de mystères. Aucun document fiable ne précise ni la date, ni le lieu de son inhumation. On estime qu'elle aurait disparu vers 1330, avant notre ère. Mais rien n'exclut qu'elle ait vécu plus longtemps, et que ce masque ait été conçu pour elle avant d'être réattribué. Ou bien, peut-être s'est-on simplement servi de son masque funéraire pour Toutankhamon. Après tout, ils faisaient partie de la même lignée. Enfin, d'une certaine manière. On dit qu'elle avait été sa belle-mère, ayant épousé Akhenaton, supposé être le père de Toutankhamon. Toutefois, cette filiation reste sujette à débat parmi les spécialistes. Il faut bien admettre que les liens de parenté dans l'Égypte antique sont un véritable casse-tête. Je vois bien que vous n'êtes pas totalement convaincu par l'idée que Toutankhamon ait pu hériter d'un masque féminin. Laissez-moi donc vous exposer une autre hypothèse. Voici Howard Carter, un archéologue célèbre pour avoir découvert la tombe du jeune pharaon. Située dans la vallée des rois, aux abords de Luxor, cette sépulture a stupéfié le monde entier par son état de conservation. En y pénétrant, Carter a relevé une anomalie. L'ensemble ne correspondait pas aux critères habituels d'un pharaon. Bien que raffiné, l'endroit dégageait une atmosphère singulière, laissant supposer qu'il avait été conçu pour une femme. De manière générale, les pharaons bénéficièrent de sépultures plus vastes, adaptées à leur rang. Et plus troublant encore, la disposition du tombeau suivait une orientation spécifique. Ce détail ne pouvait être ignoré. La configuration était typique des tombes destinées aux souveraines égyptiennes. Autre élément suspect, la structure semblait avoir été aménagée par étapes, et les quelques 2000 objets qui y avaient été déposés l'avaient manifestement été à la hâte. Plus étrange encore, nombre de ces artefacts paraissaient destinés à d'autres membres de la famille royale. Carter a mis au jour ce site funéraire en 1922, mais son caractère étrange demeurait inexpliqué. Près d'un siècle plus tard, Nicholas Reeves a pensé avoir percé le mystère. Selon lui, le roi Toutankhamon n'aurait peut-être pas été le premier occupant de cette tombe. Il a avancé l'hypothèse que le tombeau inviolé de la reine Néfertiti pourrait se dissimuler derrière les parois de la chambre funéraire du jeune pharaon. Nicholas a passé des mois à analyser des clichés en haute résolution, scrutant chaque pixel avec minutie. Un jour, il s'est attardé sur des scans détaillés révélant la texture des murs sous les couches de peinture. Il a alors cru discerner les contours de 2 portes dissimulées, scellées et recouvertes d'enduit pour les rendre invisibles. Plus il observait, plus l'idée paraissait plausible. Pourrait-il s'agir d'un tombeau dans un tombeau ? Il a ainsi émis l'hypothèse qu'une salle de stockage cachée se trouvait derrière le mur occidental du tombeau de Toutankhamon et que sa chambre funéraire ne constituait que la section la plus externe d'un ensemble de pièces agencées en enfilade. L'idée était séduisante, mais pardon de vous décevoir. La théorie de Reeves a été réfutée. Pour vérifier son bien-fondé, les chercheurs ont utilisé un radar à pénétration de sol afin de sonder l'invisible. Reeves pensait que d'éventuels vides dans la structure pouvaient révéler l'existence de salles annexes. En 2015, un expert a même cru en identifier une. Pourtant, après des vérifications approfondies l'année suivante, il est apparu qu'aucun passage secret n'existait.
Néfertiti n'est d'ailleurs pas la seule souveraine d'Égypte dont le lieu de sépulture demeure une énigme fascinante. Une légende intrigante rapporte que Cléopâtre aurait un jour déclaré « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe ». Elle ne croyait pas si bien dire, surtout lorsque l'on sait que la personne ayant le plus progressé dans cette quête n'est autre qu'une femme. Plusieurs millénaires après la disparition de Cléopâtre, bien qu'aucun homme n'ait découvert sa tombe, l'archéologue Kathleen Martinez estime avoir percé le mystère. Depuis près de 20 ans, elle mène des recherches sur la sépulture de Cléopâtre VII et a récemment mis au jour un buste qui, selon elle, représenterait la célèbre reine. Cependant, son interprétation ne fait pas l'unanimité. Certains spécialistes jugent que le visage sculpté ne correspond pas à celui de Cléopâtre. Outre cette énigmatique statue de marbre, l'équipe de Martinez a exhumé 337 pièces, dont certaines, moins sujettes à controverse, arborent le profil de la reine. Toutefois, rien n'a été officiellement confirmé. L'existence du petit buste ne fait aucun doute. Taillé dans du marbre blanc, il tient dans une main et représente une femme couronnée, d'après un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. La grande question, cependant, est de savoir qui il représente réellement. Martinez affirme qu'il s'agit d'une effigie de Cléopâtre VII, mais de nombreux archéologues soulignent que les traits de la statue ne correspondent pas et avancent qu'il pourrait plutôt s'agir d'une princesse. Enfin, brisons un instant le mythe. Certains pensent que la phrase attribuée à Cléopâtre « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe » est mal interprétée. Si elle l'a réellement prononcée, elle voulait sans doute dire « aucune âme vivante » sans rapport avec le sexe de cette dernière. Vous vous rendez en Espagne avec une équipe d'archéologues, dans l'espoir de mettre au jour d'antiques artefacts. Par chance, vous découvrez l'un des plus grands trésors de l'âge du bronze ibérique. Cette appellation désigne les cultures de cette époque en Espagne et au Portugal. Parmi les objets exhumés figurent des monnaies, des bijoux, des vases, ainsi que 2 pièces singulières. L'une évoque un fragment de sceptre, l'autre ressemble à un bracelet. Leur étrangeté? Elles semblent liées à l'espace. En 1963, à quelques kilomètres de la ville de Villena, en Espagne, des scientifiques mirent au jour le trésor de Villena, l'un des plus importants dépôts d'or de l'âge du bronze. Fait curieux, existe-t-il des trésors de bronze datant de l'âge d'or? Qu'importe. L'or découvert a été daté entre 1500 et 1200 avant notre ère, à l'exception toutefois du sceptre et du bracelet, dont la provenance semble étrangère. Leur origine serait extraterrestre, dit-on, ce qui rend leur datation incertaine. Bien sûr, ce n'est qu'une plaisanterie, du moins, en partie. Lorsque les chercheurs examinèrent les objets, ils constatèrent que ces 2 pièces étaient faites non d'or, mais de fer. Et alors, pourriez-vous penser? Le problème, c'est qu'à l'âge du bronze, on ne savait ni exploiter ni forger ce métal. La maîtrise du fer n'est apparue qu'environ 4 à 7 siècles plus tard, vers 850 avant notre ère. Alors, comment expliquer leur existence? Un indice troublant de ce mystère a été découvert en Égypte ancienne. Dans la tombe de Toutankhamon reposait un poignard en fer, présentant des caractéristiques semblables. Mais cet objet était bien plus précieux que les autres, car il avait été fabriqué à partir d'un matériau céleste, une météorite. De fait, le bracelet et le sceptre sont eux aussi composés de fer météoritique. Ce type de métal se distingue par une teneur élevée en nickel, absente dans le fer terrestre. Tout cela devient cohérent. Les peuples de l'âge du bronze ne pouvaient pas extraire le fer des profondeurs. Mais rien ne les empêchait de récupérer celui tombé du ciel. Imaginez l'émotion de posséder des bijoux ou une dague confectionnée à partir d'un matériau ayant voyagé durant des millions d'années dans les immensités de l'espace. Peut-être renferme-t-il même des particules d'une étoile ancienne aujourd'hui éteinte. À ce jour, ces 2 artefacts issus du trésor de Villena constituent les plus anciens objets en fer météoritique recensés sur la péninsule ibérique. Maintenant que chaque pièce est à sa place, vous pouvez admirer l'ensemble des richesses composant le trésor de Villena. Ce dernier comprend 66 objets, bols, bracelets, flacons, bijoux en or, 3 flacons d'argent ainsi qu'un bouton en or ambré. Près de 10 kilos d'or ancien soigneusement dissimulé, dont la découverte ne fut possible qu'après 3 millénaires. Ce rêve pour tout archéologue est exposé au musée de Villena, où sont présentés des vestiges couvrant plusieurs époques, allant de la préhistoire, il y a environ 50 000 ans, jusqu'à l'époque contemporaine.
Vous y trouverez des objets issus des cultures ibériques, romaines et arabes. On y observe non seulement bijoux et monnaies, mais aussi les vestiges de colonnes, céramiques et autres artefacts architecturaux. Cette collection figure parmi les plus importantes en matière de trésors préhistoriques en Europe. Et le plus remarquable est que l'accès à cet ensemble exceptionnel ne coûte que 2 € environ. Rendez-vous à Villena, découvrez donc ce musée et imprégnez-vous de son histoire. Hé l'ami, on m'a dit que vous possédiez un détecteur de métaux. Pourriez-vous m'aider à retrouver ce marteau que j'ai perdu dans mon champ ? Vous demande un vieux fermier. Vous prenez votre appareil et entamez les recherches. Mais au lieu d'un marteau, vous déterrez des centaines, voire des milliers de pièces d'argent estimées à environ 2 millions d'euros. Vous vous réjouissez que le fermier ait égaré son marteau, car vous voilà riche. Mais stop, sachant que ce terrain lui appartient, lui révéleriez-vous votre trouvaille ou la garderiez-vous pour vous ? En réalité, aucune de ces éventualités ne s'est produite. En 1992, Eric Lowes aidait un agriculteur à retrouver un marteau perdu dans un champ proche de Oxon, dans le Suffolk en Angleterre. Son détecteur de métaux révéla un trésor caché d'une ampleur considérable. Cuillères en argent, bijoux en or, plus de 500 pièces d'or et quelques 14 000 pièces d'argent. Par hasard, Eric Lowes mit au jour la plus vaste collection d'or et d'argent de la fin de l'époque romaine, jamais découverte en Grande-Bretagne. Hélas, ou par chance peut-être, ni lui ni l'agriculteur ne reçurent la moindre part de ce trésor, désormais conservé au British Museum. Quittons à présent le champ de ce fermier pour rejoindre la côte méditerranéenne. Imaginez que vous soyez plongeur sous-marin. Après une violente tempête la veille, l'eau est désormais calme, et vous vous immergez pour découvrir un fond marin recouvert de dinars en or. Ce fait s'est produit en 2015. Ces pièces, charriées sur la rive par la tempête, pourraient avoir été frappées bien avant le début de la première croisade en 1096. Cette collection figure parmi les découvertes archéologiques les plus remarquables à l'échelle mondiale. De telles richesses peuvent aisément troubler l'esprit de leurs découvreurs, mais elles finissent toujours dans un musée. Et c'est une bonne chose, car une fortune de cette ampleur pourrait aisément rendre fou. Un détecteur de métaux et une combinaison de plongée ont permis la découverte de trésors anciens. Mais quelle sera la prochaine étape ? Pourquoi pas un chien ? En effet, cet animal pourrait bien être un excellent substitut au détecteur de métaux. Ainsi, en 2013, 2 personnes promenaient leurs chiens sur leur propriété, dans le nord de la Californie, lorsqu'ils tombèrent sur une boîte rouillée remplie de pièces datées de 1847 à 1894. Près de 1500 pièces d'or se trouvèrent à l'intérieur. Le ticket pour un avenir riche et insouciant ? Pas cette fois. La découverte suscita une vive controverse parmi les experts. Une théorie avançait que ces pièces auraient été volées à la monnaie des États-Unis. Toutefois, celle-ci démentit fermement cette hypothèse, affirmant n'avoir jamais possédé un tel or dans ses réserves. Reste à comprendre pourquoi quelqu'un aurait pris le risque de dissimuler un tel trésor dans la propriété d'un tiers. Un voleur a risqué sa liberté, peut-être même sa vie, pour s'enrichir. Une fois son but atteint, il se contenta de cacher le magot, comme s'il n'avait jamais existé. Une affaire pour le moins étrange. Monnaie, bijoux, objets provenant de météorites, tout cela est remarquable. Mais achevons cette vidéo avec un récit grandiose. Des archéologues, engagés dans des recherches au large des côtes égyptiennes, découvrirent un trésor insoupçonné au sein d'un temple et d'un sanctuaire submergé. Malgré l'assaut des vagues, les tremblements de terre et l'eau salée, cette découverte majeure avait été maintenue dans un état remarquable. Ce temple, édifié il y a plusieurs siècles, s'effondra au milieu du second siècle avant notre ère. Il s'agissait d'une structure capitale de l'Égypte ancienne, considérée comme sacrée par la population. Les pharaons s'y rendaient pour implorer l'aide de leurs dieux et afin de sacraliser leur règne au moyen de titres grandioses, tels que roi de l'univers. Pour beaucoup, ce lieu représentait le cœur même de notre monde, et il repose désormais, oublié, au fond de la mer, presque en ruine. Le temps ne fait grâce à rien. Les chercheurs ont établi que ce temple faisait autrefois partie intégrante d'une cité portuaire antique. Un tremblement de terre dévastateur survenu il y a fort longtemps anéantit la ville. Les vagues de marée, en rendant le sol meuble, entraînèrent la cité dans les eaux de la Méditerranée. Lors de leurs investigations dans le temple, les scientifiques découvrirent de nombreux trésors cachés, instruments cérémoniels en argent, bijoux en or et vases en albâtre, qui servaient jadis à conserver parfums et onguents. Il semblerait qu'en Égypte ancienne, la cosmétologie avait déjà ses adeptes. À proximité du temple, les archéologues mirent au jour un sanctuaire grec. Il semble que les marchands grecs visitant les côtes égyptiennes souhaitaient rendre hommage à Aphrodite.
et pour cela bâtirent un modeste édifice en son honneur. Dans ce lieu furent exhumés des objets en bronze et en céramique issus de diverses cultures. Les chercheurs ont également découvert que les Grecs jouissaient de l'autorisation de commercer dans cette cité égyptienne et pouvaient même y établir leur résidence. Les pharaons, vers 600 avant notre ère, se montraient apparemment favorables à leur égard. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Képhren. Hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent en plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations.
Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Kefren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux.
Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale.
Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée au voile pourpre et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de fêtes de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit.
Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 241 symboles des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale.
un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. On vient de mettre au jour la tombe d'un médecin royal ayant vécu il y a plus de 4 millénaires, un homme entre les mains duquel reposait la vie des pharaons. Il détenait des secrets si précieux qu'il n'était connu que des souverains et des dieux. Et pourtant, lorsqu'ils ouvrirent sa tombe en 2024, nul corps n'y fut découvert. Seules demeuraient des peintures éclatantes, épargnées par les siècles, et d'étranges symboles gravés dans la pierre. Qui était cet homme, et pourquoi fut-il inhumé avec des incantations liées à la déesse Scorpion? Le tombeau reposait profondément enseveli sous les sables de Saqqara. Le médecin se nommait Téti-Nebefou. Il vécut il y a environ 4100 ans, durant l'une des périodes les plus énigmatiques de l'histoire égyptienne, la frontière incertaine entre son apogée et son déclin. C'étaient les derniers instants de l'ancien empire égyptien. Le soleil scintillait encore sur les pyramides tout juste achevées, mais déjà les ombres s'allongeaient. Le pharaon Pépi II aurait régné plus longtemps que nul autre avant lui, pendant 90 ans. Or, à l'issue de son règne, le royaume se fissurait, l'autorité centrale se fragilisait, les chefs locaux prenaient de l'ascendant, et les crues du Nil devenaient capricieuses. Dans ce contexte incertain, le médecin énigmatique semblait pourtant prospérer. Sa tombe fut exhumée par une mission archéologique franco-suisse, à l'ombre des antiques pyramides. Ce qui intrigua le plus, ce fut la découverte de la chambre funéraire. Aucun corps, aucune richesse. Il apparut que le tombeau avait hélas été pillé depuis longtemps.
Mais ce qui subsistait s'avérait encore plus fascinant. Les mots et les images gravées sur les parois. Les fresques conservent une intensité saisissante, des couleurs vives, miraculeusement préservées malgré les siècles passés sous terre. On y voit des jarres, des récipients, d'étranges motifs abstraits et des formes géométriques. Et surtout, les hiéroglyphes, des lignes entières d'écriture sacrée, gravées avec une précision telle qu'on croirait qu'une âme entière s'y est déversée. Ces inscriptions ont permis de découvrir la véritable identité de Tétinébéfou. Il n'était pas un simple praticien. Il portait le titre de conjurateur de Serket. Serket, déesse égyptienne associée au scorpion, vénérée et redoutée, était censée neutraliser les venins, guérir les morsures et préserver les vivants des toxines. Ce titre de conjurateur indiquait que Tétinébéfou était un spécialiste des piqûres et morsures dangereuses. Et si une tombe entière lui avait été consacrée, c'est sans doute qu'il était l'expert suprême d'Égypte en la matière. Un homme qui soignait à la fois par la médecine et la magie. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il portait également le titre rarissime de directeur des plantes médicinales, mentionné une seule autre fois dans toute l'histoire égyptienne. Ce qui signifie qu'il maîtrisait l'usage thérapeutique des herbes, racines et huiles avec un savoir inégalé. Vous vous demandez peut-être, quelle plante dans un pays dominé par le sable? Pourtant, les anciens Égyptiens utilisèrent des traitements à base de plantes qui seraient encore crédibles dans certains laboratoires actuels. Ils fabriquaient pilules, onguents et inhalateurs, choisissant un principe actif, un arôme pour en faciliter l'absorption, et un vecteur pour le diffuser dans le corps. Cela ne vous rappelle rien? Certes, ils ne disposaient pas d'une grande variété de plantes traditionnelles. Ainsi, certains ingrédients peuvent nous sembler étranges, comme le mélange d'excréments de crocodile et d'acacia avec du miel. Ils avaient même élaboré des recettes de crème contre les rides. Il apparaît aussi que ce guérisseur énigmatique portait le rare titre de « dentiste en chef », une désignation quasiment absente des archives antiques. Les preuves de la pratique dentaire en Égypte ancienne sont extrêmement rares. Ce savant ne se contentait donc pas de combattre les venins ou d'étudier les plantes. On lui confiait également le soin des dents et des mâchoires, particulièrement démunis à l'époque. Les anciens Égyptiens ont beau avoir érigé des merveilles, leurs dents en ont souffert. Le sable se glissait constamment dans leur alimentation. Le pain bourré d'impuretés et les légumes crus râpaient l'émail, provoquant une pathologie redoutée, l'attrition. Les conséquences étaient mandat multiples, dont la perte prématurée des dents. Ils ont donc dû improviser. Par exemple, en concoctant le plus ancien dentifrice connu, à base de roche pilée, de menthe et de poivre, un mélange qui, ironiquement, irritait les gencives. Ou encore des pâtes dentaires à base de coquilles d'œufs, de pierre ponce et de natron, un minéral salé utilisé comme agent nettoyant. Ils développaient aussi des bains de bouche à base de céleri, de son et d'herbes pour apaiser ces maux. Certaines momies ont même été découvertes avec des appareils rudimentaires, des bagues métalliques et des fils d'or retenant les dents manquantes. On ignore toutefois s'il s'agissait d'un traitement pour les vivants ou d'un ornement funéraire destiné à l'au-delà. Tétinébéfou maîtrisait donc tous ces domaines. 3 titres rares réunis en un seul homme. À son époque, il devait passer pour un véritable puits de science. Dans un monde sans technologie moderne, il faisait figure de magicien, capable de sauver une vie grâce à une simple feuille ou une banale écorce. C'est pourquoi les archéologues estiment qu'il ne s'agissait pas d'un médecin ordinaire. Il aurait été le médecin royal, celui qui veillait sur la santé du pharaon lui-même. On ignore quel roi il servait, peut-être Pépi en Meu, et qui sait, c'est peut-être à lui qu'il devait son exceptionnelle longévité. Si cela était avéré, Tétinébéfou aurait alors été témoin de l'effondrement de l'ancien empire, observant la fin de l'âge d'or depuis le cœur du palais. Puis il fut enseveli après sa mort, et sa dépouille, dérobée ou perdue avec le temps. Mais l'équipe poursuit l'étude du tombeau, mettant encore au jour les traces de cet homme hors du commun. De manière générale, l'ancienne médecine égyptienne atteignait un niveau étonnamment avancé. Bien des pratiques nous paraissent encore familières aujourd'hui. Ils avaient des hôpitaux, des spécialistes, des interventions chirurgicales et même des écoles de médecine. Hommes et femmes pouvaient devenir médecins. Ils utilisaient divers traitements et pratiquaient la chirurgie avec de vrais instruments. Scalpel, pinces, fils de suture. Certains soignaient uniquement les yeux, d'autres les dents, l'estomac ou ce qu'ils nommaient les maladies cachées. Ils nettoyaient et bandaient les plaies,
réparaient les os fracturés à l'aide d'attelles en bois ou en roseaux enrobés de lin et savaient éviter les infections. On comptait même des proctologues. Ils ont aussi conçu les premières prothèses, comme un orteil en bois muni de lanières de cuir, permettant à des patients de retrouver une démarche normale. La plus ancienne prothèse connue date de 3000 ans. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ont aussi tenté d'extraire des tumeurs. Une étude récente a analysé un crâne vieux de 4000 ans, celui d'un homme d'une trentaine d'années. On y a trouvé des traces de tumeurs anciennes. Et autour de 3 d'entre elles, des incisions nettes faites à l'aide d'un outil métallique. Preuve qu'on a peut-être tenté de les retirer ou de les examiner. Était-ce un traitement? Une autopsie? On l'ignore. Un autre crâne, celui d'une femme âgée de plus de 50 ans, présentait les mêmes signes, mais aussi des fractures anciennes, parfaitement consolidées. Ce qui laisse penser que ces soins ont sans doute été efficaces. Être guérisseur dans cette société signifiait détenir un pouvoir immense, combinant les rôles de prêtre, de savant et de magicien. Pour les anciens Égyptiens, la médecine était un art nécessaire, vénéré autant d'égards que leur dieu. Ils pensaient que la maladie relevait à la fois du corps et de l'esprit. Ainsi, un médecin pouvait à la fois appliquer un onguent et réciter une incantation. Et bon nombre de leurs traitements portèrent leurs fruits. Leur réputation dépassait les frontières. Des souverains venus de contrées lointaines, comme la Perse, faisaient appel à eux. Même Homère affirmait que les Égyptiens étaient les guérisseurs les plus doués d'entre tous. Bien sûr, leur compréhension du corps humain n'était pas parfaite. Ils croyaient que le cœur gouvernait pensée et émotion, sans saisir le rôle du cerveau. Pourtant, leur méthode, observer les signes, établir un diagnostic, proposer un traitement, ressemble furieusement à celle de notre médecine moderne. Ils accompagnaient leurs gestes de prière, certes, mais ils refermaient aussi les plaies. Leur médecin le plus célèbre, Imhotep, était un véritable polymathe, architecte, prêtre, guérisseur. Il fut si admiré de son vivant qu'on finit par le vénérer comme un dieu de la médecine. Et oui, un simple mortel, promu au rang de divinité. Et dire qu'il a vécu 2000 ans avant Hippocrate, qu'on considère pourtant comme le père de la médecine. D'ailleurs, certains suggèrent ironiquement qu'on devrait abandonner le serment d'Hippocrate pour lui préférer le serment d'Imhotep. Car ces Égyptiens ne posaient pas seulement des pierres, ils posaient les premières bases de la médecine. Les égyptologues examinent depuis fort longtemps le moindre centimètre carré du site entourant la Grande Pyramide, mais ils ont pourtant négligé cette étonnante baignoire en granit rose enfouie à quelques kilomètres de là. Voici ce qu'il en est. Ce mystérieux tube ovale qui repose depuis des années à côté de la pyramide de Khéops pourrait prouver que les Égyptiens ont construit les pyramides non seulement à des fins architecturales, mais également pour produire de l'électricité, bien avant Alessandro Volta et Thomas Edison. Le plateau de Gizeh est célèbre pour ses 3 pyramides, celle de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. Mais 2 structures plus petites se trouvent tout près, la grande excavation de Zaouiet El Aryan et la pyramide de Kaba. Certains chercheurs affirment que ces constructions n'ont jamais été achevées, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été détruites pour des raisons plus mystérieuses. L'une de ces raisons pourrait être liée à l'utilisation initiale des pyramides de Gizeh. On pense en effet qu'elles servaient à produire de l'électricité. Pour relier ces différents éléments, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un architecte et égyptologue italien nommé Alessandro Barsanti décida d'examiner la pyramide de Zaouiet El Aryan. Près du site, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des fragments de granit éparpillés. Pour un passant ordinaire, cela aurait semblé insignifiant, mais Barsanti vit tout de suite ce dont il s'agissait. En effet, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient souvent ces sites pour préparer les pierres avant de les transporter vers leur destination finale. La présence de granit sur le sol l'intrigua. Le granit était un matériau plus coûteux que le calcaire généralement utilisé pour les pyramides, ce qui suggérait qu'il avait peut-être été destiné à une structure importante et cachée. À une profondeur de 21 mètres, les archéologues découvrirent peu après un énorme bloc de granit rose. Ils poursuivirent les fouilles et mirent au jour d'anciennes inscriptions gravées dans les pierres. Ils envoyèrent les dessins à des experts, mais personne ne parvint à les déchiffrer. S'agissait-il d'instructions? C'est alors que Barsanti fit sa plus grande découverte. Il trouva une cuve ovale sculptée dans du granit rose que l'on avait poli pour lui donner un aspect miroitant.
La cuve avait été soigneusement scellée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un mince résidu noir sur ses parois. Une substance huileuse. Cette découverte souleva de nombreuses questions dans l'esprit de Barsanti. Il ne comprenait pas pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité avaient pris tant de précautions pour sceller et protéger cette étrange cuve. En 1911, Barsanti dut abandonner ses efforts visant à élucider le mystère de cette fosse. Cependant, ces découvertes intriguèrent les chercheurs du monde entier, qui émirent leurs propres hypothèses. L'une de ces théories modernes suggère que les pyramides auraient pu faire partie d'un ensemble plus vaste. Selon elle, la pyramide de Khéops aurait en réalité servi de pompe à eau destinée à irriguer cette région désertique. Apparemment, les chambres internes de la pyramide fonctionnaient comme un système hydraulique. Dans les années 1990, un ingénieur prit cette théorie au sérieux et étudia la chambre souterraine de la pyramide. À sa grande surprise, il trouva des traces de dégâts causés par l'eau. Il semblerait que la pyramide générait de puissantes ondes de compression, également appelées impulsions, capables de produire de l'électricité. Cela a soulevé une question importante. Les anciens Égyptiens auraient-ils utilisé les pyramides comme générateurs pour produire de l'électricité? Sur le papier, cela s'est avéré possible. Cependant, parvenir à un consensus sur la fonction initiale des pyramides est probablement l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous ne sommes donc toujours pas sûrs à 100% de cette théorie. En dehors de cela, l'Égypte reste un terrain idéal pour l'étude du passé de l'humanité. Les scientifiques viennent de découvrir ce qui ressemble à un centre de commande cosmique, similaire à la fameuse salle que l'on voit dans les films mettant en scène Doctor Strange. Ils ont découvert un observatoire astronomique en forme de L, mesurant environ 830 mètres carrés et datant du 6e siècle avant notre ère. Il s'agit sans aucun doute du premier et du plus grand observatoire de ce type. Cette structure en briques crues abritait des instruments utilisés pour calculer les dates liées aux rites de l'Égypte antique, couronnements royaux et calendrier agricole. Cet observatoire est situé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Bouto, à seulement 80 km à l'est d'Alexandrie. C'est assez impressionnant. Cette structure a été conçue de manière à ce que l'on puisse y pénétrer par une entrée orientée à l'est. Ainsi, on pouvait admirer le lever du soleil. Une fois à l'intérieur, on découvrait un cadran solaire géant, utilisé pour mesurer le temps en suivant le mouvement des ombres à l'intérieur de la salle. Ce cadran solaire mesurait près de 5 mètres de long. Ce fut une découverte passionnante. Une autre découverte intéressante faite par des scientifiques et des égyptologues fut celle de la toute première momie enceinte. Même si nous en savons désormais beaucoup sur les processus de momification, nous continuons à faire des découvertes qui nous ouvrent de nouvelles portes sur la vie des anciens Égyptiens. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que cette momie était enceinte au moment de son embaumement, car elle avait été placée dans un cercueil masculin. Plus précisément, celui d'un prêtre. Les historiens affirment qu'au XIXe siècle, de nombreux marchands mélangèrent les cercueils afin de les vendre. Oui, cela signifie qu'ils les ouvraient et échangeaient les momies pour satisfaire leurs clients. Ce fut une énorme surprise, car ils espéraient en apprendre davantage sur les problèmes de santé dans l'Antiquité lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil. Mais ils se sont retrouvés avec un autre problème sur les bras, les pratiques prénatales dans l'Égypte antique. Cette femme momifiée, qui a vécu il y a environ 2000 ans, était âgée de 20 à 30 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a été découverte à Thèbes, et ses restes étaient incroyablement bien conservés. Vous voyez, les recettes de momification variaient à travers l'Égypte. Dans le cas de cette femme, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à la haute société, car elle a été enterrée avec des amulettes spéciales. Cependant, comme les méthodes de momification différaient considérablement selon les villes et les époques, il nous faut encore approfondir nos recherches afin de comprendre pourquoi elle fut embaumée avec son bébé. En parlant de momies, des scientifiques ont fouillé un lieu de repos à Saqqara, également en Égypte, et ont mis au jour 2 ateliers d'embaumement. L'un était destiné aux humains et l'autre aux animaux sacrés. Apparemment, ces ateliers remontent à environ 2400 ans. Ils étaient équipés de lits en pierre, de pots en argile et de récipients rituels, tout ce dont on avait besoin pour momifier. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert du fromage conservé dans des jarres derrière des tombes vieilles de plus de 3000 ans. Oui, du fromage. Cela montre que les anciens Égyptiens étaient également très doués pour la conservation des aliments.
Ils savaient comment conserver les denrées à long terme, et pas seulement les momies. Cela nous montre qu'ils appliquaient leurs techniques de conservation aux aliments comme au corps, et nous donne un aperçu de leur impressionnant savoir-faire. Les scientifiques ont également découvert l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. À leur grande surprise, elle était entièrement recouverte d'or. Les momies égyptiennes recouvertes d'or sont très rares, mais ils ne s'attendaient pas à ce que celle-ci soit la plus ancienne jamais découverte. La momie était assez bien conservée, et ils ont pu identifier les restes d'un homme riche appelé Hekashepes. De nombreux symboles témoignent de son importance, notamment le bandeau qu'il portait sur la tête et le bracelet sur sa poitrine. Il était également vêtu d'une tunique et d'une ceinture, ce qui permettait de préserver la belle apparence d'une personne après son décès. Pour le découvrir, les chercheurs ont dû ouvrir le lieu de sa dernière demeure à l'aide de mortiers. En gros, c'était comme s'ils ouvraient une machine à remonter le temps, tout comme les Égyptiens de l'Ancien Empire l'avaient fait il y a 4300 ans. Quand on y pense, c'est comme si l'on pénétrait dans une capsule temporelle. Mais, assez parlé de momies, les scientifiques ont également découvert quelque chose de très intéressant au-dessus des pyramides. Ils ont dû utiliser un instrument très sophistiqué pour cela. Le radar ionosphérique à longue portée et basse latitude, qui permet de voir des ondes invisibles loin dans le ciel. Ce radar leur a permis de découvrir d'énormes bulles flottant dans l'air au-dessus des pyramides. On appelle cela des bulles de plasma, et elles causent des ravages sur les technologies modernes. Elles peuvent en effet perturber les signaux GPS et téléphoniques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ces bulles sont immenses, parfois aussi grandes que des villes. Elles ont pour origine l'épuisement soudain des particules chargées dans l'ionosphère. Ainsi, au lieu de se répartir uniformément, elles restent agglomérées sous forme d'ondes. Il s'agit d'une découverte importante, car elle peut aider les scientifiques à comprendre comment empêcher ces ondes de perturber nos technologies.